Donc, je vous remercie à tous de votre présence. Je voudrais rappeler dans quoi s'inscrit cette controverse. Elle s'inscrit dans le cycle que nous avons inauguré en septembre dernier sur les enjeux écologiques des élections présidentielles, dans lequel volontairement, nous voulons mettre l'accent sur les questions d'organisation, les questions structurelles qui se posent à nos sociétés et les évolutions nécessaires ou les transformations nécessaires pour nos sociétés pour garantir le bon résultat de la transition écologique. Donc, on a fait une première séance assez générale sur les enjeux écologiques de la présidentielle et des échéances électorales. Nous avons eu ensuite un webinaire sur le mix énergétique avec notamment les représentants des principaux auteurs des scénarios de mix énergétique. Nous avons eu il y a 3 semaines un webinaire sur l'organisation des territoires, avec là aussi un certain nombre d'intervenants très qualifiés sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons donc traiter de ce qu'on appelle, nous, à la Fabrique écologique, la nouvelle économie écologique, et sur laquelle on va essayer d'en décrire un certain nombre de caractéristiques et peut-être, et même j'espère, de voies et moyens pour y parvenir, ou en tout cas en faire un élément important du nouveau paysage. Je voudrais d'abord saluer, en les remerciant évidemment beaucoup de leur présence, parce que c'est eux qui vont être amenés à intervenir, nos 4 intervenants, que je vais présenter en quelques mots. D'abord Mireille Bruyère, que je salue, je pense qu'on peut s'appeler par nos prénoms. Bonjour Mireille, donc, et est-ce qu'on se tutoie ou on se voit? Je pense qu'on peut se tutoyer aussi peut-être, sauf si quelqu'un y voit un inconvénient. Donc tu es maître de conférence de sciences économiques à l'Université de Toulouse, membre des économistes atterrés et du conseil scientifique d'Attaque, et tu as fait beaucoup de travaux maintenant, en particulier sur le travail, sur la croissance et sur beaucoup de choses qui se rattachent à ce sujet. Je salue ensuite Nathalie. Bonjour Nathalie Boyer. Tu es déléguée générale d'Oré. Tu es par ailleurs ambassadeur, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que tu en aies les émoluments et les contreparties, mais bon, ambassadeur de l'économie circulaire auprès du ministère de la Transition écologique, est une spécialiste reconnue de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bonjour à tous. Philippe Portier, merci de ta présence. Philippe, tu es secrétaire national de la CFDT et responsable notamment du développement durable. Je rappelle aussi que tu es membre du conseil d'administration de la Fabrique écologique et tu as été par ailleurs, dans le passé, secrétaire général de la Fédération générale mine et métallurgie de la CFDT. Enfin, bonjour à toutes et tous. Bonjour Harold Levrel. Bonjour Harold. Tu es économiste de l'environnement, chercheur au CIRED, professeur à AgroParisTech, et tu as fait beaucoup de travaux sur la biodiversité, la compensation écologique, la comptabilité environnementale et beaucoup d'autres choses, évidemment, qui ont trait à ce sujet. Alors, on a conscience que c'est un sujet extrêmement vaste et qu'on ne va pas tout traiter en 1h30. Donc, on va traiter les choses de la façon suivante. Dans une première partie, on va essayer de se discuter du diagnostic, en quoi le système économique doit s'adapter à la transition écologique. Dans une deuxième partie, on va essayer d'examiner quelles sont les nouvelles formes économiques, circulaires, de proximité, non marchandes, valeurs de la nature, etc., etc. Et enfin, dans une troisième partie, comment opérer cette transformation et quelle reconversion. Vous le savez, vous connaissez l'ADN de la Fabrique écologique. On essaie toujours d'être évidemment tourné vers l'action. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement des raisonnements aussi justes soient-ils et aussi importants soient-ils, mais c'est ensuite comment faire en sorte pour transformer les choses, ce qui est évidemment toujours plus difficile. Alors, je voudrais vous dire pourquoi on a traité, quelle est notre, en tout cas sur un certain nombre d'entre nous, parce qu'on est pluralistes nous aussi, donc à la Fabrique écologique, donc, mais quand même, quelle est l'approche que nous avons? Nous avons la conviction, double conviction, d'abord que la transition écologique exige une transformation profonde de l'organisation de la société en général et de l'économie en particulier. On en verra les caractéristiques, mais c'est notre conviction et on regrette évidemment un peu que cette transformation profonde soit
pas tellement présente dans les débats électoraux, c'est même pas tellement, c'est un euphémisme, pratiquement pas présente, alors que ça nous paraît très important. C'est vrai que le raisonnement sectoriel, juste par ailleurs, de raisonner sur les bâtiments, sur le transport, sur l'agriculture, sur l'industrie, est un raisonnement important et intéressant, mais il a tendance à masquer ce sujet structurel parmi d'autres qui nous paraît tout à fait essentiel. La deuxième chose que notre conviction, c'est qu'en revanche, le changement qui est très largement devant nous ne recoupe pas, ou pratiquement pas, des clivages du passé. Les clivages du passé, on les connaît bien. Les clivages du XXe siècle, ça a été secteur public, secteur privé. Ça a été éventuellement économie planifiée, économie de marché. Peut-être qu'on en dira un mot aujourd'hui, mais à notre avis, les sujets de la transition écologique ne sont pas du tout du même ordre que ces clivages du passé, et donc ne doivent pas être traités de la même façon, même si parfois ça peut se recouper sur tel ou tel point, mais ne doit pas être traité de la même façon, et le raisonnement doit être un peu différent, même assez nettement différent, si on veut y parvenir. Et en tout cas, on ne peut pas s'enfermer dans dans des clivages passés qui nous paraissent en réalité assez peu opérationnels, et qui d'ailleurs ont démontré d'une certaine façon leurs limites au XXe siècle. Donc voilà les deux éléments que je voulais dire. Vous voyez bien qu'en traitant ce sujet, nous n'allons pas traiter aujourd'hui plein de sujets qui sont rattachés à ça et qui sont tout à fait essentiels. On en a tout à fait conscience. Donc, ne nous en voulez pas si certains de ces sujets ne sont pas directement à l'ordre du jour, mais on a pensé utile, en tout cas, de rassembler autour de ce sujet un certain nombre de réflexions qu'ont les uns et les autres. Et nous avons choisi les intervenants pour la diversité de leur approche de ces sujets. Vous voyez bien qu'entre les 4 intervenants, il y a vraiment des angles, même si en réalité ils traitent du sujet, mais avec des angles tout à fait différents les uns les autres. Évidemment, c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir les faire dialoguer pour essayer d'arriver d'abord à une meilleure compréhension des logiques en œuvre, et puis ensuite, et peut-être pourquoi pas, essayer d'avancer un peu sur la manière dont la transformation pourra s'opérer dans les années à venir. Voilà donc notre ordre du jour, si ça vous convient, et on prendra comme d'habitude peut-être 2 ou 3 questions à la fin, si on a le temps bien entendu, parce que vous savez que ce n'est pas exactement la logique de ces controverses, sachant qu'on a par ailleurs des événements où au contraire l'interaction avec vous, avec l'ensemble des gens qui y participent, est évidemment beaucoup plus importante. Alors commençons peut-être par le diagnostic. En quoi le système économique doit s'adapter à la transition écologique? Et peut-être de manière très courte, je peux commencer à poser cette question générale et volontairement ouverte à Mireille Bruyère, qui a travaillé sur ces sujets. Si on avait 1 ou 2 points importants à repérer sur en quoi le système économique actuel ne convient pas et en quoi il faut le transformer, qu'est-ce que vous diriez, Mireille? Bon, c'est difficile de répondre. J'imagine qu'il faut des réponses courtes pour que ce soit un peu un débat. Absolument, donc, absolument. Qu'est-ce qu'on entend par système économique? C'est pas tout à fait évident, hein. Souvent, on confond la pensée économique ou le système économique ou les marchés, donc c'est assez compliqué. Mais peut-être, je dirais que ce qui incarne le mieux le système économique, c'est effectivement la sphère monétaire, hein, la sphère des échanges, des interactions marchandes, mais aussi certainement ce qui passe sous une valorisation monétaire du secteur non marchand, voilà, et dont on a historiquement, en tout cas en économie, tendance à penser que le sens du progrès, c'est que justement cette sphère-là monétaire, hein, des transactions monétaires, soit en croissance. C'est ce qu'on appelle la croissance économique. Bon, je fais très très vite, même si il faudrait nuancer. Et voilà, la première chose qu'on peut dire, en tout cas ce que je peux dire, c'est que il est évident qu'on ne peut pas parler de transition écologique sans remettre en question la croissance économique, et que d'autre part, toutes les analyses, ou en tout cas les scénarios qui tenteraient de montrer qu'il est possible de décarboner la croissance économique, de verdir la croissance économique, etc., ne me semblent pas sérieux, hein. C'est-à-dire, il ne me semble pas possible
étant donné ce que c'est que l'économie comme un rapport social, hein, donc voilà, qu'on puisse effectivement découpler complètement une croissance économique et les émissions carbone et donc l'extractivisme et la consommation matérielle. Voilà. Ça, c'est la première chose et c'est en tout cas le premier élément qui conduit effectivement du coup frontalement à contester certainement un des piliers hein, de l'économie qui est quand même sa croissance. Alors, Harold de Levrel, est-ce que donc il y a deux choses dans ce qui vient d'être dit? Il y a évidemment la croissance et puis il y a aussi la part du non marchand. Vous qui êtes un spécialiste de l'économie de la nature d'une certaine façon, est-ce que ce diagnostic vous convient ou est-ce que vous souhaiteriez le compléter, le modifier? Oui, merci, bonjour à tous. Effectivement, sortir de cette logique qui vise à considérer l'indicateur de croissance comme celui qui doit guider l'action privée et aussi l'action publique, bon, c'est un point central. C'est-à-dire que c'est quand même notre principale boussole aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est quand même que ça bouge un petit peu. Il faut savoir que aujourd'hui, parmi les indicateurs qui doivent guider l'action publique, on a élargi le champ puisqu'on a 10 indicateurs aujourd'hui qui sont reconnus officiellement comme devant guider l'action publique, donc parmi lesquels on trouve 2 indicateurs qui sont liés à la question écologique, hein, c'est l'artificialisation des sols et les gaz à effet de serre. Bon, on pourrait discuter de la pertinence de ces 2 indicateurs par rapport à d'autres, mais en tout cas, déjà, on voit un mouvement. Donc, ça, c'est un premier point. On observe quand même que cette boussole-là, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui n'y croient plus beaucoup, et y compris parmi, je dirais, les acteurs du monde marchand. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises aussi, à certains égards, donc, communiquent sur d'autres indicateurs. Bon, elles ont déjà l'obligation de le faire quand ce sont des entreprises du CAC 40 ou de plus de 500 salariés. Donc, elles doivent faire des reportings extra-financiers. Alors, ce n'est pas encore complètement satisfaisant, mais on va vers du mieux. Et par ailleurs, les choses vont se renforcer dans les années qui viennent. Alors, par rapport à ça, le non-marchand joue évidemment un rôle clé. Comment est-ce qu'on l'évalue, cette place du non-marchand dans nos économies? On sait que ça joue un rôle clé. On reconnaît par exemple une place de plus en plus intéressante au vivant et on a un certain nombre de lois qui le reconnaissent de manière très claire. Hein. Je mentionnerai par exemple la loi de 2016 pour la reconquête sur la biodiversité, de la biodiversité. Et dans cette loi, il y a beaucoup de dispositifs qui sont très intéressants pour faire valoir la place de ce bien public que représente la biodiversité dans nos sociétés. Malheureusement, cette loi n'est pas appliquée suffisamment et correctement, mais on voit quand même que pour défendre ces biens publics, pour défendre cette place du non-marchand, on a des outils légaux qui se déploient et, entre guillemets, je dirais qu'ils ne demandent qu'à être appliqués pour changer les trajectoires de notre développement économique. Merci. Alors, Nathalie, vous voyez, même question sur le diagnostic, en partant de l'idée, évidemment, que pour le coup, l'économie circulaire, elle, fait de la croissance. Donc, peut-être que dans ton esprit, il y a peut-être à nuancer les raisonnements précédents ou à les compléter. On est pour le découplage, bien évidemment, de la consommation de ressources avec la croissance économique. Mais nous, on parle beaucoup dans l'économie circulaire de sobriété. C'est-à-dire on vient de parler de biodiversité. Pour nous, la transition écologique, c'est changer nos modes de consommer, nos modes de produire, nos modes de vivre ensemble. Et l'économie circulaire par la sobriété, s'intéressant au sujet des ressources, permet d'avoir une réponse. C'est vraiment on a parlé. Enfin, il faut vraiment insister sur cette notion de ressources, qu'elles soient naturelles, Harold, ou plutôt minérales, etc., etc. Donc voilà, chez nous, c'est plutôt la sobriété le mot. Alors, Philippe Portier, ton propre diagnostic, soit sur cette situation, à la fois sur la croissance, mais aussi sur la part du non-marchand, est-ce que c'est des problématiques qui vous, à la CFDT, vous mobilisent et comment vous voyez les choses sur ce sujet? Ouais, ça nous mobilise depuis longtemps, depuis quasiment la création de la CFDT. Dans les années 70, on avait déjà écrit un bouquin qui s'appelait Les dégâts du progrès, qui pointait les limites justement de notre modèle actuel. Je ne sais pas si on peut parler d'adaptation de notre système économique. Je pense que c'est une refonte du système économique.
je le vois mal s'adapter. Moi, je partage que, en fait, il faut aller vers la décroissance de l'inutile et la croissance de l'utile. Quand je dis utile et inutile, on peut très bien avoir une augmentation de PIB et en même temps dégrader la planète et augmenter les inégalités sociales, ou alors on peut avoir une croissance qui fait l'inverse. Donc, je crois que ça, c'est essentiel. Bien sûr qu'il faudra consommer moins. En fait, si je me replace à un niveau plutôt micro, il faut que les entreprises désapprennent à faire ce qu'elles ont appris pendant plusieurs siècles à construire. C'est-à-dire que les entreprises ont appris à produire toujours plus à un moindre coût, prenant pas du tout en compte l'utilisation de la matière ou autre, ou de l'énergie. Il va falloir qu'elles apprennent à produire, pas à produire plus, mais à produire mieux, à produire des biens qui soient réparables, qui soient réutilisables, j'en passe et des meilleurs. Et donc ça, c'est un changement complet du modèle de l'entreprise. Et c'est ça qui est compliqué. Après, je pense que, pour être bref, que l'homme doit réintégrer l'écosystème naturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête d'être un ennemi de sa propre planète. Et on ne fait pas du tout assez appel aux services que peuvent nous rendre les écosystèmes naturels. Il y a plein de... Enfin, les écosystèmes naturels ont quand même la particularité qu'on peut faire appel à eux sans puiser dans leurs ressources et leurs réserves, et au contraire, leur permettre de se développer. Et il y a pas mal l'économie symbiotique décrit assez bien ça. Ça aussi, c'est, je pense, un vecteur très porteur pour l'avenir. Mais je suis d'accord avec ce que dit Mireille. Hein. La croissance verte et les éventuels progrès technologiques, c'est pas ça qui permettra de nous sortir du mauvais pas dans lequel on se trouve. Nathalie? Oui, j'aimerais réagir sur les écosystèmes naturels en disant qu'on peut aussi s'en inspirer. Dans les nouveaux modèles économiques que promeut l'économie circulaire, il y a l'écologie industrielle et territoriale, où on est dans des démarches où il y a le territoire, évidemment, qui est souvent porteur de la démarche, une collectivité locale, et des entreprises qui fonctionnent entre elles comme les écosystèmes naturels. Et je trouve que c'est assez fascinant de pouvoir l'appliquer au monde industriel, que les déchets de l'un deviennent des sous-produits de l'autre, que les énergies fatales qui partent dans l'air servent à l'entreprise de proximité, qu'on puisse mutualiser des achats d'énergie, des services, en s'inspirant de la nature. Harold? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être évoqué tout d'abord, parce qu'effectivement, c'est un principe de bon sens que de réduire le gâchis qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Le gâchis, il est à tous les niveaux. Il est au niveau énergétique, il est au niveau alimentaire. Hein. On est sur des taux de gâchis alimentaire qui sont totalement inacceptables à l'échelle du monde. On pourrait faire beaucoup de choses qui permettraient d'être plus sobre, comme il a déjà été dit. Du côté, et c'est là-dessus que je voulais en premier intervenir, c'est du côté de la notion de progrès, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer. C'est une remise en question d'un principe vraiment fort de compromis productiviste. Alors, j'insiste sur ce terme parce que ce compromis productiviste, il a plus de 200 ans, hein, et on pourrait même envisager qu'il ait peut-être plus de 1000 ans, voire beaucoup plus. C'est-à-dire que l'être humain a toujours cherché quand même à gagner en productivité, en rendement, et nos systèmes économiques que l'on connaît depuis maintenant plus de 200 ans, c'est devenu, si vous voulez, quelque chose qui a guidé énormément les compromis dans nos sociétés. Compromis entre travailleurs et propriétaires du capital, compromis entre différentes formes politiques. C'était un signe de progrès que de rechercher les gains de productivité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est remis en question aujourd'hui. Un des exemples les plus évidents, c'est le bio. Hein. Le bio, c'est moins d'intensif, c'est moins de rendement, mais c'est plus de qualité. C'est remettre du travail humain et du travail de la nature là où on avait un travail technique avec des intrants de synthèse, avec de la grosse machinerie agricole. Et je trouve que voir le succès du bio, on ne vous apprend rien, hein, presque à 10% des surfaces agricoles utiles aujourd'hui en France, c'est vraiment le signal que tant du point de vue des consommateurs que des producteurs, ce compromis productiviste, il est en train de bouger et probablement pour faire face à un compromis qui va
eh bien, finalement, s'intéresser aux conséquences humaines et aux conséquences pour l'environnement, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, des systèmes de production et de consommation. Je ne dis pas qu'on est rendu, ça loin de là, mais en tout cas, c'est des signaux intéressants. Mireille Bruyère. Oui, j'ai laissé mon micro allumé. J'aimerais peut-être qu'on fasse la distinction, c'était un peu mon idée quand j'ai fait l'introduction là, concernant l'impossible croissance verte, entre un diagnostic qui s'appuierait sur des choses sur lesquelles je pense qu'on va très très vite être tous d'accord, qui est que beaucoup de choses inutiles ne doivent plus être produites, qu'on doit être sobre dans certains secteurs, qu'on peut développer, qu'il faut développer certains services, services publics, etc., qui posent moins de problèmes écologiques. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut aller effectivement dans les détails et qu'on peut discuter, qui est tout à fait essentielle comme discussion. Et après, il y a la discussion qui est peut-être plus politique, me semble-t-il, qui est de dire finalement, est-ce que, puisqu'on a souvent un constat et un accord sur ce que je viens de dire, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours quand même dans une situation dans laquelle, malgré tous les accords, etc., on continue d'avoir une recherche de croissance, un extractivisme, un productivisme, etc. Donc là, il y a une question peut-être plus fondamentale qui est au cœur de la société et du capitalisme, qui est de dire qu'est-ce qui vient là nous empêcher collectivement de changer de trajectoire. Et c'est là où il faut faire la distinction, me semble-t-il, entre le constat, parce que je pense que une grande partie de la société est acquise en fait aux questions de réchauffement climatique, ça c'est derrière nous, le constat intellectuel, j'ai envie de dire rationnel de la situation dans laquelle on est, et les structures et les institutions qui conduisent sans arrêt à reproduire la même chose. C'est pour ça que, par exemple, quand on propose, il faudrait d'autres indicateurs pour dépasser le PIB qui est critiqué maintenant assez majoritairement, j'ai envie de dire, ça reste quand même quelque chose maintenant d'assez connu, d'autres indicateurs plus écologiques, sociaux, qui sont tout à fait utiles, mais on voit bien que les indicateurs ne suffisent pas, c'est-à-dire que la connaissance ne suffit pas à transformer les structures sociales. Donc, il faut bien faire attention entre les institutions telles qu'elles sont construites, les dispositifs de coercition qui conduisent effectivement les entreprises à être obligées de reproduire finalement cette recherche de profit, et la volonté de la société, la connaissance, etc. C'est deux choses qui justement rentrent en conflit. Et donc, il faut peut-être avoir aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ces institutions. Je préfère parler d'institutions en tant qu'économiste plutôt hétérodoxe, comme vous l'avez compris, plutôt qu'économie au sens propre, qui conduisent, si vous voulez, sans cesse à reproduire la même chose. Il me semble qu'au centre de ça, il y a la manière dont on conçoit le rapport de production. Et donc, Nathalie disait qu'il faut mettre au centre du territoire l'économie circulaire. Je suis absolument convaincue de cette idée et de cette piste, mais j'imagine, elle pourrait peut-être témoigner, qu'elle doit rencontrer sur le territoire énormément de contraintes concrètes qui sont liées à la façon dont la production a été pensée de manière très productiviste, c'est-à-dire très industrielle, où on cherche à intriquer énormément les différentes unités de production pour prendre de la puissance, pour faire donc de la productivité et évidemment de la compétitivité. Et donc, quand il s'agit de sortir de cette machine, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir envie, il faut aussi articuler la pensée politique à finalement la manière dont on produit concrètement dans le capitalisme, c'est-à-dire sous des formes industrielles, j'ai envie de dire. Et c'est très, très compliqué, du coup, de réorienter la machine. C'est comme un gros bateau ivre, si vous voulez, qui est très, très compliqué à réorienter. D'autant plus que, et là, je mettrai un petit bémol par rapport à ce que dit Arnold, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'homme qui, tout d'un coup, se rendrait compte qu'il y a des rapports de classe dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens et des classes qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas si vite que ça. Et donc, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a voilà, ce que dit l'histoire nous montre en fait que les critiques au productivisme, elles naissent en même temps que le capitalisme productiviste. Simplement, elles ont été minoritaires et puis elles ont été détruites, combattues, etc. Il y a toute une tradition écologique qui est ancienne, mais qui a été rabattue pendant les moments où, effectivement, le capitalisme et les structures productivistes ont gagné, effectivement, en hégémonie. Voilà.
Merci Mireille de cette intervention. Je me doutais bien que vous n'étiez pas forcément d'accord, donc ça permet de nourrir le débat et je pense qu'en effet, les angles d'approche sont assez différents. Harold, est-ce que vous souhaitez Oui, réagir? donc c'est Harold, pas Arnold, mais bon, c'est pas grave. C'est Harold, mais c'est ce que j'ai dit, Harold. Non, c'était pardon. Mireille, Ah bon, Mireille qui dit Arnold. Harold. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, je tiens à préciser quand c'est une photo. Non oui, sur les institutions, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, les choses ne viennent pas de nulle part. Hein. Si le bio a réussi à s'imposer, c'est bien parce qu'il y a eu des acteurs dans le domaine de l'agriculture qui se sont bagarrés pour que la réglementation qui aujourd'hui est établie à l'échelle de l'Europe fasse valoir, par exemple, le bien-être des animaux dans la manière dont on devait envisager l'élevage. Ont essayé de se battre pour qu'on ne soit pas dans des choses qui soient creuses, hein, ce qu'on appelle le greenwashing habituellement. Et à mon avis, c'est quand même un label qui, par exemple, tient bien la route sur ce sujet. Sur les institutions, on va dire, du capitalisme, hein, de manière plus générale, qui bougent, on voit quand même des choses intéressantes apparaître. La propriété privée, qui est quand même quelque chose en France, d'une puissance incroyable hein, depuis la Révolution, eh bien, en fait, on voit petit à petit ce qu'on appelle un démembrement de la propriété privée. C'est quelque chose qui est moche un peu comme terme, mais qui vient notamment du droit anglo-saxon qui résonne plutôt sur un faisceau de droit. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il existe par exemple ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale. Alors, c'est quelque chose qui est un peu jargonneux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut donner des droits à la nature à être défendue sur une propriété privée jusqu'à un horizon de 99 ans, et que ce droit va être défendu par une tierce partie, une agence publique ou une association de protection de la nature. C'est basé sur des logiques volontaires, hein, c'est du droit contractuel, mais on fait aujourd'hui des progrès en matière d'innovation institutionnelle pour agir en faveur d'une transition écologique. Alors, après, il faut que les acteurs s'en emparent. Et je dirais qu'un des gros problèmes qu'on rencontre en France aujourd'hui, c'est que les outils juridiques pour faire évoluer les institutions marchandes, et puis capitaliste, hein, pour le dire comme ça, finalement, l'État ne crée pas les dispositifs fiscaux qui permettent de les déployer. Je m'explique. Aux États-Unis, où l'équivalent de ces obligations réelles environnementales existe depuis très longtemps, en fait, vous bénéficiez d'une défiscalisation de votre déclaration d'impôt à partir du moment où, en fait, vous utilisez ces droits pour la nature au profit voilà, d'associations de protection de la nature ou d'agences publiques. Et on a ce genre de choses là qui apparaissent, qui touchent vraiment au cœur des institutions capitalistes, à la propriété privée, il n'y a rien de plus important, qui donc sont des premiers signaux. Là encore, je préfère parler de signaux que de changements structurels. Hein. Merci Harold. Je me donne la parole une seconde parce que je partage totalement cette idée, non pas que la propriété privée elle-même, mais qu'une certaine conception de la propriété privée est sans doute un des éléments majeurs. C'est d'ailleurs le fondateur du système capitaliste, la propriété privée des moyens de production, mais c'est une conception de la propriété privée et je pense un élément majeur de la difficulté de sortir du productivisme. Et je pense que, en effet, la propriété privée, elle doit, on voit bien qu'il y a toute une série de sujets globaux aujourd'hui qui se posent au monde et au système économique, et qu'il est assez anormal que la propriété privée, qu'elle soit d'ailleurs de moyens de production ou tout court, n'ait pas à intégrer un certain nombre de contraintes liées à ces problèmes globaux. Je pense que c'est un élément d'évolution qui, certes, si on dit ça dans une campagne électorale, on risque d'être très mal compris, même si il faut être suffisamment précis. Mais je pense qu'au fond, c'est quand même un des sujets importants. Philippe, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que le système capitaliste tel qu'il est, à notre sens, n'est pas capable de l'autorégulation suffisante. Alors, il y aurait un vrai danger à dire qu'il faut changer le système capitaliste au niveau mondial et attendre de nombreuses décennies que ça se fasse. C'est un peu comme le progrès technologique, il y a un risque à l'attentisme. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des actions qui se posent sur la demande pour faire en sorte que voilà, les produits qui soient réparables, que l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire, mais ça interroge aussi la propriété, le fait de partager l'usage des produits, le fait d'allonger leur durée de vie,
par des mesures fiscales, incitatives aussi pour les ménages modestes, hein, parce que tout le monde ne peut pas se payer la transition écologique, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je pense vers ça, parce que à partir du moment où on arrive à influer sur la demande, on sait très bien que l'entreprise aura tendance à s'adapter. Après, ce qu'il faut certainement, en tout cas nous, on porte ça, c'est la logique court-termiste de beaucoup d'entreprises, notamment avec la financiarisation de l'économie. Et par rapport à ça, pour que l'entreprise embrasse des stratégies de plus long terme, on propose de modifier la gouvernance des entreprises, notamment en donnant beaucoup plus de pouvoir aux salariés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les actionnaires qui ont clairement du pouvoir dans l'entreprise, et donc en permettant aux salariés d'avoir du pouvoir, ce qui permettra d'avoir des stratégies de plus long terme, tout simplement parce qu'on veut garder son boulot quand on bosse dans une entreprise. Mireille, puis Nathalie. Non, mais je voulais juste compléter, ou en tout cas trouver très intéressant, effectivement, très rapidement, qu'on en vienne à la question de la propriété privée. Pour dire, quand même, je pense qu'il faut distinguer des propriétés privées qui sont de l'usage, dans lequel on utilise dans la sphère, par exemple, sa maison, ses habits, etc., et des propriétés privées, des moyens de production. Il me semble que c'est utile dans le sens que, évidemment, les moyens de production ont tout de suite un statut social, si beaucoup plus que la propriété privée pris comme objet du quotidien qu'on utilise, je veux dire, chaque jour. Et pour dire qu'en fait, là aussi, dès le début du productivisme, il y a aussi une réflexion, une contestation de cette propriété privée qui peut poser problème, avec toute une transition du mouvement ouvrier autour de l'idée qu'on peut peut-être rentrer, faire du progrès avec des formes de propriété plus collectives, hein, l'associationnisme, puis ensuite, effectivement, ce qu'on va appeler plus tard l'économie sociale ou l'autogestion. Et il me semble que ces pistes de réflexion sont intéressantes parce qu'effectivement, elles évitent. Alors, elles ont leurs limites aussi, hein, parce qu'on est dans un système mondialisé, c'est compliqué, mais elles évitent de partir trop sur des politiques publiques dont on sait qu'elles peuvent être prises dans des logiques, comment dire, partisanes de l'État, etc., qui sont compliquées, et effectivement de tout attendre d'une transformation de l'entreprise telle qu'elle est, avec des taxes ou de la fiscalité qui peut avoir son effet, mais je crains que dans l'urgence écologique dans laquelle on est, il faut des mesures beaucoup plus rapides et beaucoup plus radicales, et donc je trouve intéressant de mettre sur l'atelier de la discussion la question de la propriété privée et de la propriété collective. Merci. Faut être honnête aussi de dire que la propriété publique n'a pas forcément donné tous les résultats qu'on veut bien attendre dans ce domaine, hein. On pourrait prendre 25 000 exemples, hein. Nathalie. Moi, je voudrais revenir sur la question de la gouvernance qui a été abordée par Philippe, puisque nous venons de sortir un document, un rapport pour le ministère de la Transition écologique, dans le cadre de la PFUE, hein, la présidence française de l'Union européenne, puisque vous savez qu'il y a une directive sur la gouvernance durable qui va sortir. C'est un sujet que nous avons traité qui nous paraît primordial, parce qu'on peut faire toutes les politiques RSE qu'on veut, si on n'a pas une prise en compte des enjeux environnementaux au plus haut niveau des instances dirigeantes, on ne va pas avancer. Et vous dire qu'on a quelques pistes là-dessus qui sont importantes à prendre en compte. D'abord, il ne faut pas limiter la gouvernance d'entreprise durable juste à la prise en compte des impacts environnementaux, saisir les opportunités économiques pour les entreprises ou juste gérer les risques, mais bien aller vers la transition du modèle. Ça, c'est hyper important que ce soit ces trois idées-là qui soient reprises dans la gouvernance d'entreprise durable. On a vu 4 pistes. La première, évidemment, c'est former les instances dirigeantes, dont les administrateurs, hein. Une deuxième piste, c'est d'intégrer ces enjeux environnementaux dans les décisions stratégiques. Là, on va partir sur des scénarios prospectifs, par exemple la trajectoire 1,5 degré, comment on va y répondre. La participation des salariés au conseil d'administration a été évoquée, Philippe, avec des avis contradictoires. Donc, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas parce qu'un salarié, c'est un des arguments contre qui a été donné pendant le groupe de travail qu'on a conduit,
C'est pas parce qu'un salarié est au conseil d'administration qu'il va obligatoirement penser à des enjeux des générations futures. On s'est demandé, on n'a pas tranché, hein, c'était assez ouvert, si un salarié va peut-être pas plus s'intéresser à des problématiques sociales, à des problématiques de court-termisme qui vont nous concerner. Donc, ça a été abordé en tout cas dans le groupe de travail. Troisième levier, c'était la rémunération des dirigeants et des salariés et tout ce qui est relation avec les investisseurs sur le dialogue à mettre en place. La réglementation évolue là-dessus, hein, la taxonomie verte, on sait qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont concerner les investisseurs et notamment les détentions d'actions à long terme. Voilà, donc c'est pour nous un sujet primordial, cette gouvernance pour actionner la transition écologique. Alors, on y reviendra peut-être dans la troisième partie. Donc, Philippe, je te laisserai le soin peut-être de donner ton point de vue, mais plutôt dans la troisième partie. Harold, et puis on peut peut-être conclure là sur cette premier chapeau et passer au deuxième. Harold. Oui, c'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup de diagnostic, mais finalement, on évoque les solutions en même temps, quoi, par la force des choses. La question de la représentation, effectivement, de la nature, pour le dire comme ça, moi, je m'intéresse beaucoup, comme vous l'avez bien précisé en introduction, au vivant, à la biodiversité. Et clairement, on a des entités identifiables qui ont une existence, qui peuvent être finalement représentées dans un certain nombre d'instances. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut personnifier la nature, hein, ce n'est pas le point important là, mais c'est plutôt qui sont les porte-paroles aujourd'hui pour défendre le vivant dans un certain nombre d'instances. Et par exemple, ça existe pour la gestion de l'eau. Hein, on a des comités de bassin qui font des choses tout à fait remarquables en termes de gestion de l'eau. Alors, il y a plein de problèmes. En tout cas, c'est une gouvernance qui est envisagée à l'échelle d'un écosystème et qui pose par contre des questions économiques très concrètes, hein, puisque c'est la répartition de l'eau entre les agriculteurs, les consommateurs, la population, et puis la nature qui a aussi besoin d'eau. Et quelque part, ce type de gouvernance, je le trouve assez intéressant à évoquer, parce que c'est ce qui manque typiquement au sein d'une entreprise. Hein. Dans le conseil d'administration, pour l'instant, il y a quelques entreprises qui, au sein de leur conseil d'administration, commencent à mettre une place pour un représentant de la nature, hein, c'est présenté comme ça. On a aussi ce type d'acteurs qui existent aux États-Unis avec ce qu'on appelle les Environmental Trustees, qui ont des obligations légales à défendre la nature pour un certain nombre de problèmes, notamment évidemment tout ce qui touche à la pollution. Et je trouve qu'en France, on manque vraiment cruellement de ce type d'acteurs qui puissent jouer un rôle structurant dans les débats, dans les négociations et pour finalement faire peser l'intérêt de la nature du point de vue des trajectoires économiques, quoi. Merci Harold. Alors, on pourra peut-être passer au deuxième sous-thème de cette réunion. Quelle nouvelle forme économique? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour définir les nouvelles formes économiques qui seraient nécessaires? Et peut-être qu'on peut commencer en effet par l'économie circulaire en posant peut-être directement la question à Nathalie. À son avis, qu'est-ce qui fait que l'économie circulaire, alors elle commence à se développer pas mal, hein, mais elle reste quand même encore très minoritaire. Moi, je poserais la question assez directement. La massification de l'économie circulaire, qui est quand même une voie d'avenir absolument majeure, est-ce que si on n'y arrive pas, c'est dû au fait que les instruments ne sont pas là, à la volonté des acteurs, au concept même d'économie circulaire? Quel est son avis là-dessus? Vaste question. Disons qu'il faut activer beaucoup de leviers pour que ça commence à devenir vraiment intéressant. La loi a commencé avec la loi GEC, mais on aborde souvent en France l'économie circulaire que par l'aspect aval. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de s'intéresser aux nouveaux modèles économiques, si vous regardez la loi GEC, on va entendre parler de recyclage, on va entendre parler de réparation, d'incorporation de matières recyclées, de réemploi, mais tout ce qui est éco-conception, écologie industrielle et territoriale, tout ce qui permet de gérer les ressources, comme l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire remplacer l'achat d'un produit par un usage, et peut porter encore. Donc, je pense que c'est cette vision un peu parcellaire de très déchet en France de l'économie circulaire qui peut être déjà un frein.
Voilà. Et puis, c'est l'affaire de tous, l'économie circulaire. Il faut que tout le monde s'en saisisse. Je veux dire, pas que les politiques, il faut que les acteurs soient acculturés, donc il faut que les consommateurs deviennent des consommateurs, il faut que les collectivités locales, dans leurs plans régionaux, les mettent en place, parce que je l'ai vu dans le chat, mais c'est vrai que ce sont des démarches d'ancrage local et de territoire, donc il faut que les territoires, les élus régionaux suivent la machine. Il n'y a pas que les entreprises et les pouvoirs publics. Voilà. Il faut que tous les acteurs soient acculturés. Et pour l'instant, on est loin d'une connaissance du sujet, rien que d'une connaissance du sujet par tous les acteurs. Mireille. Non, j'avais juste une question pour Nathalie, parce que c'est très intéressant tout ce qu'elle dit, et elle le dit très clairement, l'idée que finalement on insiste sur le déchet, mais il faut concevoir en fait les productions différemment pour qu'il y ait vraiment un développement de l'économie circulaire. C'est ce que j'ai dit moins bien qu'elle tout à l'heure, je vais essayer en tous les cas. Du coup, la question que je lui pose là, tout à fait naïvement, c'est est-ce que justement des entreprises qui s'engageraient dans des éco-conceptions, du réemploi, de l'économie de la fonctionnalité, quid en fait de leur situation vis-à-vis du marché, vis-à-vis de la concurrence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire transiter aller dans ce sens-là, hein, qui est finalement pour moi de la sobriété, hein, ou même une forme de décroissance productive, alors même que effectivement ces entreprises vont devoir, il me semble, avoir des niveaux de productivité moins fortes. Parce que si on fait, voilà, en termes de performance économique et performance productive, j'imagine que ça peut baisser. Donc, quelles sont les discussions qu'elle a rencontrées, et voilà. Parce que c'est là, à mon avis, peut-être il y a une ligne de front, quoi. Alors, Harold, puis Nathalie. Harold d'abord, peut-être. Et puis Nathalie. Oui, je vais en profiter pour poser ma question aussi. Moi, j'ai une vision assez négative de l'économie circulaire. Négative, le terme est fort. C'est-à-dire que il me semble quand même qu'on est dans quelque chose qui aujourd'hui est complètement dépassé. Si on prend le textile, hein, c'est bien connu. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait des stages là-dessus, qui ont étudié les potentialités de l'économie circulaire pour le textile. Bon, en fait, le problème, il n'est pas dans l'économie circulaire. De toute façon, elle ne peut plus absorber la consommation du nombre de textiles. Le problème dans le textile aujourd'hui, c'est la fast fashion qui sort 5, 6 collections par an et génère un gâchis dans l'usage des textiles qui est complètement dingue. Et là, en fait, le système est totalement saturé. C'est-à-dire qu'en fait, les capacités de recyclage, ça couvre à peu près 20% des déchets textiles qui ont déjà été intégrés dans le circuit. Hein. Je ne parle pas de textiles qui partent à la poubelle, je parle des textiles qui ont été déposés pour être intégrés dans le circuit de recyclage. Donc, à mon sens, ce qui est très important de pointer quand même, c'est jusqu'où peut-on faire de la circularité, pour le dire comme ça. Si on prend le concept dans sa globalité, on a aussi l'approvisionnement durable et la consommation durable. Donc, ce n'est pas du tout dépassé. Harold, je précise qu'il y a vraiment tous ces aspects-là, dont la sobriété, j'en ai parlé au début, qui sont dans l'économie circulaire. Pour répondre à votre question, Mireille, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que, Harold, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, on cherche du qualitatif maintenant plus que du quantitatif, enfin, j'espère. Et il y a une pression des consommateurs qui commence à se faire sur les entreprises, qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux. Donc, elles n'ont pas le choix. Donc, c'est un avantage. Elles n'ont pas le choix. Certaines n'ont plus le choix. Et puis, ils regardent la réglementation. Hein. Quand maintenant, on a interdiction d'emballage plastique à usage unique à l'horizon de 2040, je peux te dire que ça stimule nos entreprises d'emballage, hein, qui sont en cours de faire de l'éco-conception et de remplacer les emballages en plastique par différents types d'emballages avec de la créativité à tout va. Donc, moi, je vois une évolution. Ce n'est pas encore suffisant, on est d'accord. Mais entre les pressions réglementaires, la pression du consommateur qui commence à être là et le besoin, je pense que la reterritorialisation des activités, les gens ont besoin de retourner dans les territoires, d'avoir du service, et l'économie de fonctionnalité joue sur le service et pas qu'obligatoirement sur la possession. Ben moi, je suis optimiste. Alors, c'est peut-être pas… Moi, je suis toujours optimiste de toute façon. L'espoir est un risque à prendre. Tu as raison, Nathalie est optimiste, mais on est obligé quand même de constater que ça ne va pas assez vite quand même. Donc, je suis d'accord. Ça, jusque-là, si on pouvait… Voilà. Philippe. Mais juste deux réactions. Je pense qu'on ne met pas tous forcément la même chose derrière le mot économie circulaire. Et que c'est un petit peu un problème quand on se parle. C'est que certains parlent juste de matière
d'efficience matière, et d'autres, comme Nathalie, d'un concept beaucoup plus large. Pour moi, l'économie circulaire, ça s'oppose à l'économie linéaire, en fait. Le extraire, produire, consommer, jeter, c'est ça qu'on arrête. Et deuxième réaction, pour arriver à ça, et notamment en matière d'écologie industrielle, de biomimétisme, comme on disait au début, il y a nécessairement une gouvernance territoriale à inventer qui n'existe pas aujourd'hui. Et notamment qui inclurait toutes les parties prenantes, dont celle dont parle Harold, qui est la nature, qui me semble essentielle dans ce débat-là. Merci Philippe. Alors moi, je voulais rebondir sur une autre forme économique qui est l'économie de proximité, qui peut avoir la conception d'un système replié sur lui-même, d'une économie strictement locale. Et donc, il peut y avoir une certaine confusion dans l'esprit du public, y compris quand on considère que l'économie locale n'est pas forcément l'économie qui est la plus respectueuse de l'environnement ou la meilleure pour la santé. C'est pas forcément, ça peut être lié, mais c'est pas forcément lié. Comment vous voyez cette notion d'économie de proximité au-delà des grandes phrases générales sur la relocalisation d'un certain nombre d'activités sur lesquelles tout le monde est d'accord maintenant, pratiquement, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un danger à laisser penser que en faisant uniquement des circuits courts sur tel ou tel sujet, on peut arriver à résoudre nos problèmes de transition écologique? Je suis volontairement un peu provocateur. Qu'est-ce qui veut réagir à ça? Ça vous laisse sceptique, Harold? Oui, c'est pour attaquer. Bon, bah, Oui. c'est comme tout, hein, c'est pas la panacée, et ça pose des problèmes. Si on pense par exemple à l'approvisionnement en sucre, si on compte sur les betteraves, eh ben, la quantité de betteraves nécessaire pour produire autant de sucre que la canne à sucre d'Amérique latine, ben, en fait, les surfaces qu'on va devoir exploiter vont être beaucoup plus grandes, puisque les rendements sont beaucoup plus faibles. Donc, effectivement, il ne faut pas tout ramener à la productivité, mais enfin, à un certain moment, c'est aussi des questions de bon sens de se dire, si j'ai besoin de 10 hectares là où j'en ai besoin que de 1 dans un autre endroit du monde, et que, en prenant en compte le transport par bateau, bon, pas par avion, mais par bateau, finalement, le bilan écologique et le bilan énergétique, il est meilleur, bon, il n'y a pas de raison de dire qu'il va falloir forcément relocaliser. Donc, il ne faut pas pousser jusqu'à l'absurde, c'est logique. Maintenant, je pense que là où elles ont du mérite, hein, ces grandes approches, c'est-à-dire économie circulaire, économie de la proximité, etc., c'est de passer un message qui est, il est peut-être temps quand même de relocaliser un peu, de penser à proximité, enfin de voir à proximité ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on cherchait à faire loin. Et ça vaut pour beaucoup de choses, pas que pour la consommation alimentaire, ça vaut pour le voyage, hein, les touristes, qui est complètement globalisé aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des activités touristiques à proximité qui sont assez épanouissantes à pas mal d'égards et qui peuvent être tout à fait similaires aussi en termes d'expérience à des voyages qui sont à l'autre bout du monde? Je pense que c'est plus une réflexion qui pousse même jusque des modes de vie, si vous voulez. Et c'est donc pas que des diagnostics techniques qu'il faut faire sur ce type de choses, c'est effectivement plus sociétal, quoi. Mireille. Oui, ce que je pense qu'il faut faire, c'est, alors, concernant la question de l'économie locale ou de l'économie de proximité, là aussi, je pense qu'il y a un consensus assez général de relocaliser, de proximité, etc., pour retrouver du sens. Bien sûr, aussi, dans une certaine mesure, il ne s'agit pas de clôture hein, du territoire. C'est souvent d'ailleurs les tenants du libéralisme à outrance ont tendance justement à rabattre le débat entre un enfermement et une ouverture. Donc, ce n'est pas du tout comme ça que je pense on peut prendre le problème, et je pense qu'entre nous, on pourra être d'accord. Certaines choses peuvent continuer à être produites plus loin pour des raisons, effectivement, peut-être d'environnement, hein, comme d'environnement économique et social, j'ai envie de dire, qui est peut-être plus pertinent hein, de produire plus loin, etc. Donc, il y a une question de mesure, mais
au moment où on est maintenant, on est dans des formes de production qui sont très, très mondialisées. Et donc, l'orientation générale est une relocalisation. Hein, ce n'est pas simplement de temps en temps des petits trucs de ci, de là. Il y a vraiment l'idée que globalement, il faut une relocalisation. Ce qui pose un problème, ce que je veux dire, c'est que je reviens toujours sur un peu les structures du capitalisme. On prenait l'exemple de l'agriculture ou du textile. Ce qui est assez intéressant, ce sont des secteurs qui sont hautement capitalisés, j'ai envie de dire, et industrialisés. Reproduire le plus localement pose des problèmes industriels très très ardus. Par exemple, il n'y a plus de filature en France, on a perdu les compétences, on essaye d'un petit peu, mais c'est très très compliqué. Et que même si on y arrivait, les prix de production seraient très très élevés parce qu'il y a des méga machines comme Zara ou enfin Inditex, donc, qui ont des capacités de productivité qui sont incommensurables. Donc la question qui est à poser, c'est effectivement comment on fait pour casser cette concurrence. Et je pense qu'il faut toujours comment dire, articuler la réflexion avec la question des inégalités. C'est-à-dire que pour éviter justement qu'on sépare trop facilement l'écologie d'un côté où il faut relocaliser, mais qu'on garde la même structure sociale, en gardant la même structure sociale, j'arrive pas à voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment rentrer dans une relocalisation. Parce que ces super grosses structures textiles comme Inditex ont besoin de très fortes inégalités. D'une part, pour produire loin, évidemment, avec des niveaux de salaire très, très, très inférieurs dans les pays lointains, mais aussi sur le territoire, des gens très pauvres qui achètent les produits de mauvaise qualité parce qu'ils sont obligés de les acheter. Hein. Il y a la queue devant Zara, Primark, etc. Parce que c'est là où c'est moins cher et qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité. Donc, il y a derrière toujours la structure sociale qu'il ne faut pas oublier. Nathalie, si tu peux ouvrir ton micro. Je disais que c'est un sujet qu'on a beaucoup étudié aussi à travers le prisme de l'ancrage local fort à l'économie circulaire. Si on fait des circuits courts, alors je reviens sur l'alimentaire, on va avoir deux aspects assez positifs. C'est d'abord la justesse des prix, puisque ça va directement du producteur. J'ai des exemples de plateformes, des drivers de fermiers où au moins c'est le producteur qui fixe son prix et pas la grande surface. Et deuxièmement, la transparence, parce que le consommateur voit exactement à qui revient ce prix. Mais on ne peut pas faire de l'économie de proximité sans regarder d'abord les besoins du territoire. Il faut absolument qu'on passe à un écosystème collectif. C'est ça l'économie circulaire, coopération entre tous les acteurs d'un territoire. Et quand on parle d'ancrage local, ce n'est pas que pour localiser de l'industrie, ça permet aussi de faire des synergies, de mutualisation, de substitution entre les entreprises d'un même territoire. Voilà, c'est tous ces aspects-là que je voulais aborder rapidement. Philippe. Ouais, je ne voudrais pas avoir la prétention d'assécher le sujet qui est vaste. Ce que dit Mireille, je partage complètement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question autour de ces changements de modèle et de comment on fait socialement parlant. Nous, on estime d'ailleurs qu'il faut penser les deux en même temps, sinon on n'y arrivera pas, ne serait-ce qu'en termes d'acceptation sociale qui est obligatoire si on veut conduire une transition. Après, je pense que le vrai problème, c'est que les entreprises, dans leur manière de produire, ne payent pas les externalités dont elles sont coupables. Après, on peut aussi réfléchir au niveau d'une région comme l'Europe, notamment avec des normes qui visent à promouvoir des produits qui soient plus durables, qui soient fabriqués écologiquement, socialement. Voilà, je pense que, alors, je ne suis pas en train de dire que ça résoudrait le problème, mais ça permettrait d'améliorer les choses et de multiplier les cas où la relocalisation devient de ce fait-là possible. Harold, et puis ensuite, peut-être qu'on passera au troisième sujet. Harold. Oui, le point qui me semble important à l'échelle locale aussi, c'est que c'est vraiment l'échelle du lien. Donc, l'échelle du lien, donc, ça a été évoqué entre les producteurs et les consommateurs. C'est aussi l'échelle du lien du rapport à la nature. En fait, c'est à cette échelle-là qu'on va pouvoir opérer des changements qu'on va vraiment ressentir et vivre localement, hein, par rapport au carbone, par exemple.
la protection de la nature et la restauration de la nature, on observe les résultats très localement. C'est quelque chose qui, donc, vraiment, quand on parle de recréer du commun, c'est quand même à travers des formes de relocalisation, hein, fatalement. Et c'est vrai que quand des expériences collectives sont menées pour se réapproprier un territoire, pour le faire vivre dans ses structures économiques de manière un peu différente, hein, ça ne veut pas dire être forcément anticapitaliste radical, mais simplement repenser les choses à l'échelle locale, et ben en fait, ça marche quand même assez bien parce que c'est des expériences partagées, c'est du lien qui se refait entre individus et entre individus à propos de la nature, et c'est quand même assez stimulant de voir les dynamiques que ça peut enclencher, quoi. Merci Harold. Bon, je vous propose qu'on passe aux troisième question, qui est comment opérer cette transformation, quelle reconversion. Et évidemment, je vais commencer par donner la parole à Philippe avec deux questions assez précises. La première question, c'est la question qui a été posée sur le pouvoir dans l'entreprise. Est-ce que un meilleur partage du pouvoir dans l'entreprise garantit, parce que disait, je ne sais pas si c'est Nathalie qui disait ça, oui, c'est Nathalie, est-ce que ça garantit une bonne prise en compte, y compris de la nature, des sujets écologiques? Et peut-être la deuxième question, c'est tout ça va exiger quand même des reconversions tout à fait importantes, qu'il y a évidemment des salariés derrière, c'est tout à fait important. Et donc, comment est-ce qu'ils voient les choses pour cette reconversion qu'on voit bien, qu'on commence à voir dans un certain nombre de secteurs? Comment est-ce qu'ils voient les choses pour que ça se passe au mieux et qu'il n'y ait pas toute une catégorie de salariés et de salariés modestes souvent qui se sentent victimes de la transition écologique? Philippe. Donc, fastoche en 2 minutes. Excuse-moi. Je vais être rapide sur la première. Je comprends le débat qu'il puisse y avoir sur la présence des administrateurs salariés au conseil d'administration. Nous, on l'apporte tout simplement parce que les expérimentations en cours sont plutôt favorables, de l'avis de tout le monde, hein, pas de l'avis que des administrateurs salariés. Pour peser dans un conseil d'administration, il faut être en nombre. C'est pour ça, mettre un représentant de la nature dans un conseil d'administration, je n'y crois pas trop, parce que pour peser dans un conseil d'administration, il faut être au moins 30%, mais 50%, c'est mieux. Voilà. Après, ça ne garantit pas forcément une stratégie écologique de l'entreprise. Je pense que c'est tout un ensemble de normes, de règles, de fiscalité et autres qui doivent amener l'entreprise vers ça. Mais ça garantit des stratégies de long terme. Et c'est aussi ce dont on a besoin. Nous, c'est plus la pérennité des emplois et de l'activité de l'entreprise. C'est un élément qui forcément est pris en compte par les administrateurs salariés. Et après, quand je dis partage du pouvoir, ce n'est pas qu'au niveau du conseil d'administration, ça ne se pas ça. C'est aussi au niveau des représentants du personnel sur leur capacité à peser sur les choix de l'entreprise, notamment par un avis conforme du comité social et économique. Alors, peut-être sur certains sujets au départ, mais en disant que voilà, si l'entreprise veut voir son projet aboutir, il faudra que le CSE donne un avis favorable, ce qui changera considérablement les choses. Et le troisième étage, c'est la démocratisation des organisations du travail, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le salarié n'a pas son mot à dire sur l'organisation de son propre travail. C'est quand même assez hallucinant. On a fait une enquête, il y avait 200 000 répondants, et 3 réponses sur 4 nous disent on veut pouvoir donner notre avis sur notre travail. Et on veut une entreprise qui a du sens. Je pense que ça, ce sont des éléments importants. Après, et pour être rapide, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces transformations qu'on souhaite, qui à mon avis sont obligatoires, vont transformer complètement les emplois, tous les emplois et les compétences. Et tous les métiers vont être touchés. Je pense qu'il faut déjà bien prendre conscience de ça. Après, il y a beaucoup d'études qui nous montrent que la transition écologique, c'est plutôt un résultat positif en aide d'emploi, mais avec destruction de nombreux emplois et création de nombreux emplois aussi. Il y a des vrais risques à ce que la dynamique de baisse des emplois, de perte des emplois, soit un peu plus rapide que celle de création des emplois.
Donc, je pense que ça, c'est un élément à bien avoir en tête. Et c'est pour ça que nous, on souhaite que transition écologique et transition sociale des emplois soient menées de front. Et on demande une garantie d'emploi, justement, qui soit mise sur les nouveaux métiers qui vont apparaître, justement pour favoriser leur création. On a parlé, enfin, c'est notamment autour de l'économie circulaire, c'est autour de l'éco-conception, c'est des fonctions marketing et achat qui vont être transformées assez fondamentalement enfin, dans leur façon d'aborder les choses. Et tout ça, c'est pas des masses qu'on regarde au niveau national, ce sont des emplois sur des territoires. Donc, je reviens à la notion de territoire parce que c'est là que vont se jouer les choses. Donc, il faudra avoir un raisonnement à la fois sectoriel pour voir l'évolution des secteurs en fonction de la neutralité carbone en 2050, des objectifs européens en 2030, 35. Et voilà, et je pense que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à anticiper. Parce que le maître mot dans cette histoire-là, c'est l'anticipation. S'il n'y a pas d'anticipation, il y aura de la casse sociale inévitablement. Harold. Oui, merci pour cette introduction de Philippe qui me semble effectivement parfaite pour le sujet, parce que je pense que le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui quand on veut opérer des transitions écologiques, c'est effectivement qu'il y a des gagnants et des perdants, et qu'on ne parle que des perdants et jamais des gagnants. J'ai travaillé à l'Ifremer à une certaine époque où la question de la crise du secteur des pêches est notamment liée à une trop grande importance des chalutiers, de leur impact et quelque part à un besoin de transition. Et je prends cet exemple de la pêche, mais ça vaut pour la plupart des industries et des secteurs qui impactent l'environnement. En fait, si on veut opérer la transition, effectivement, il va falloir faire disparaître certaines entreprises, réduire la taille de certains secteurs, et puis par contre ça va permettre par des modalités diverses et variées d'augmenter de nouveaux secteurs, notamment dans l'ingénierie écologique, dans le secteur des énergies propres, enfin peu importe les sujets, mais en tout cas, voilà. Le souci qu'on a, en tout cas, c'est quelque chose vraiment de flagrant en France, c'est que du côté des syndicats, donc je serais content d'entendre Philippe réagir sur ce point, mais du côté des syndicats, on a quand même toujours tendance à parler des emplois qui sont détruits, assez rarement des emplois qui vont être créés à travers cette transition écologique. Du côté des entrepreneurs, c'est exactement la même chose, et je ne parle pas des préfets qui, dès qu'en fait il y a quelques emplois et quelques niveaux de croissance pour le territoire dont ils ont la charge qui sont en jeu, en fait, justifient toutes les destructions de zones humides, de forêts, et de tout ça pour faire passer des routes, construire des zones d'activité commerciale, etc., etc. Avec beaucoup de projets dont l'intérêt général, qui en théorie, ce qui justifie l'adoption de ces aménagements n'est pas toujours en réalité véritablement justifié. Mais comme il y a un front pour ne pas supprimer des projets économiques qui créent de l'emploi et de la croissance, alors qu'on sait très bien qu'on pourra avoir la même chose, mais sur quelque chose qui est plus aléatoire, parce que plus il y a la transition écologique, on voit bien que là, ça, c'est toujours l'environnement qui perd, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment crucial de trouver des espaces où on puisse mettre à plat des manières de penser ces transitions, quand même. Parce que c'est le problème du quotidien, ça. Merci. Mireille. Oui, la question, elle est pour moi, comment essayer de penser ensemble le social et l'écologique, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'a dit Philippe sur lesquelles je le rejoindrai complètement. Il me semble que les niveaux de productivité qu'on a aujourd'hui sont obtenus parce que, justement, il y a, comment dire, de la très, très grande division du travail, donc en gros de la domination, enfin voilà, tout ce qu'on ne veut pas socialement, des inégalités économiques, des inégalités de salaire, etc. Je pense qu'en fait, le productivisme est la même chose avec deux faces, les inégalités économiques et sociales dont je parle, et effectivement les impacts écologiques insoutenables. Et donc, si on a bien ça en tête, à chaque fois qu'on essaye de transiter ou de bifurquer, ça veut dire qu'on va baisser la productivité,
diminuer les inégalités et effectivement par des relocalisations, par de la démocratie, donc un peu plus d'horizontalité de la décision. Hein. Ça, c'est le cadrage général. Et du coup, on peut vraiment allier l'écologie et le social. Hein. Et donc, évidemment, au cœur de tout ça, il y a la question de la démocratie productive qu'a soulevé Philippe et qui, il y a une continuité de propositions qui sont plus ou moins fortes. Hein, et la loi Pacte, c'était un peu des discussions autour de ça, mais on a bien vu très très rapidement que si on met des petites touches simplement où on permet d'avoir une personne dans un conseil d'administration, etc., ça ne suffit pas parce que les grandes structures productives sont tellement puissantes que ça ne suffit pas à inverser la tendance. C'est-à-dire qu'il faut avoir des réformes politiques beaucoup plus radicales d'horizontalité, de démocratie, qui passeront pour moi par une réduction de la taille des entreprises ou de la taille des systèmes productifs, si vous voulez le dire différemment, puisque maintenant, quand on parle d'Apple, ce n'est pas une entreprise en soi, c'est le système productif d'Apple et des millions de personnes qui travaillent pour une même marque, sous-traitance, etc. Et je pense que la question de la taille de la production, la taille des systèmes productifs organisés, est un élément essentiel pour faire cette bifurcation politique et sociale dont je parle, qui est la condition pour qu'on puisse vraiment avoir une transition écologique soutenable, quoi. Voilà. Et alors pour terminer, il me semble que on a un certain nombre de propositions pour accompagner cette transition, garantie d'emploi, revenus de base, etc. Moi, j'insisterai sur le fait que s'il y a des reconversions en compétences nécessaires sur le territoire, pour éviter ce que dit Harold, c'est-à-dire qu'il y ait une conflictualité sur on veut garder les emplois malgré que écologiquement, ce n'est pas soutenable, il faut mettre en place des revenus de transition. J'ai envie de plus que de revenus de base, je parlerai de revenus de transition, tout en ayant en tête que ce qu'on a à produire, c'est des productions qui sont collectives. C'est pour ça qu'aux économistes à terre, on est plutôt réticents aux revenus de base, parce que ça a tendance à individualiser la question sociale en disant, ben voilà, on donne un revenu à chacun et puis chacun se débrouille, alors même que la transition productive doit être pensée dans des collectifs de travail. Il faut garder les collectifs de travail. Je prends l'exemple d'Airbus à Toulouse, où effectivement, on a des assises de l'aviation dans lesquelles beaucoup de questions comme ça sont posées, parce que beaucoup d'acteurs ici sentent bien que écologiquement, un secteur de l'aviation à ce niveau, ça ne va pas être tenable. Et il y a vraiment la question de comment est-ce qu'on garde les compétences ingénieurs sur le territoire, tout en les faisant travailler dans une autre direction productive. Et là, les collectifs de travail sont nécessaires, il faut les préserver pour pouvoir que ça fonctionne, quoi. Voilà. Nathalie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les PME et la petite taille, mais pas des PME toutes seules, des PME interreliées qui travaillent ensemble et en coopérant. Ça, c'est important aussi pour changer nos modes de faire, de produire. Sur l'industrie du futur et sur les emplois, je voulais dire qu'il y a quand même un serpent de mer auquel on a essayé de s'atteler, notamment dans la feuille de route économie circulaire, c'est les compétences adaptées. C'est-à-dire mettre dès la formation initiale, la formation continue, ou créer des filières de compétences, de formation qui permettent de remplir quelque part ces emplois. Et là, on a un gros problème. Petit retour d'expérience personnelle, c'est donc le ministère de la Transition écologique qui était en charge d'un groupe de travail d'approfondissement que je présidais sur emploi, formation, compétences. J'ai essayé de faire en sorte que ces travaux qui ont fait l'objet d'un rapport, on a créé 15 fiches stratégiques, soient portés pas seulement par le ministère de la Transition écologique, mais par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Emploi. C'est resté au ministère de la Transition écologique. Voilà. Alors, quand on ne peut pas faire l'interministériel sur ces sujets-là, alors Bercy va être intéressé parce qu'on crée de l'emploi, mais voyez ce que je veux dire, si on ne crée pas vraiment, si ce n'est pas un sujet transversal à plusieurs ministères, on pourra créer des emplois, il n'y aura pas les personnes qui auront les compétences pour les remplir et on n'en sera pas sorti encore du problème. Très bien. Alors Philippe, je suppose qu'il veut dire un mot sur ce qu'a dit Harold, peut-être. Et puis ensuite, moi, j'aurais une question un peu spécifique pour Harold Levrel sur la valeur de la nature. Philippe. Oui, je voulais… Harold, c'est intéressant ce qu'il soulève comme problématique. Je pense que ça interroge plusieurs choses. Ça interroge déjà la faiblesse du syndicalisme dans notre pays. Tout simplement parce que on a un peu des lunettes déformantes. C'est-à-dire qu'on est plutôt là où les emplois disparaissent,
tout simplement parce que ce sont des entreprises qui sont installées depuis longtemps et quelquefois, ça peut être les plus menacées, alors que dans les endroits où une activité se crée, le syndicalisme est moins présent. J'en profite pour dire à tous ceux qui sont autour de cette table, syndiquez-vous. En plus, vous avez de la chance en France, vous avez le choix des organisations. Je préférais la CFDT, mais syndiquez-vous déjà, ça me semble important. Après, je pense qu'il faut regarder les choses en face surtout. Notre fédération de la métallurgie a fait un travail tout à fait intéressant avec avec FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, sur l'électrification de l'automobile. En se projetant voilà, sur la fin des véhicules thermiques et la mise en place de véhicules électriques, en prenant en compte, bien entendu, des aspects de sobriété, parce que demain, il ne faudra pas qu'il y ait 800 voitures pour 1000 habitants, comme c'est le cas aujourd'hui. Il en faudra beaucoup moins, il faudra en partager, etc. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Mais toujours est-il qu'on montre qu'il y aura effectivement beaucoup d'emplois détruits, tout simplement parce que fabriquer un véhicule électrique, alors déjà qu'il y en aura moins, mais fabriquer un véhicule électrique, ça occupe beaucoup moins de main-d'œuvre qu'un véhicule thermique. Et ce qu'on démontre, alors c'est un peu paradoxal, c'est qu'une des hypothèses serait que passer à l'électrique, enfin en tout cas interdire la commercialisation des thermiques neufs à l'horizon 2030, ce serait plutôt plus favorable que 2035. Tout simplement parce que ça permettrait d'anticiper mieux différentes choses. Voilà, donc je pense que c'est aussi, on a besoin d'une planification de ce qui va se passer. Et le commissariat général au plan, ça devrait être son job. Malheureusement, ce n'est pas fait. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de ça, parce que pour anticiper, il faut de la visibilité. Donc voilà, je pense que le syndicalisme a vraiment à gagner à se mettre autour de la table, et notamment avec, comme on l'a fait là, une ONG environnementale, pour qu'on pense transition écologique et transition sociale en même temps. Et c'est à ce prix-là qu'on trouvera des solutions pour les emplois qui sont perdus, tout simplement parce qu'on pourra anticiper leur reconversion. Juste, et pour ne pas être plus long, je terminerai par ça. On parle beaucoup d'atténuation du changement climatique. On oublie souvent adaptation, changement climatique. Et ça, c'est vraiment de faire du développement durable, parce que plus on s'adapte et moins les générations futures auront des conséquences fâcheuses. Et là, il y a aussi un relais d'emploi important qui pourrait justement servir la différence de dynamique entre destruction et création. Et je pense que si on va vers une planification, il faudra aussi activer ce volet-là. Merci Philippe. Alors, je vais poser une question à Harold. Ensuite, peut-être on peut prendre une ou deux questions de la salle. Donc, préparez-vous parce qu'il n'y aura qu'une ou deux questions, pas plus, pour des raisons de temps. Et puis ensuite, je laisserai à nos 4 intervenants le soin de conclure en 1 ou 2 minutes sur le sujet qu'ils souhaitent, éventuellement en répondant à s'il y a des questions de la salle. Alors, ma question à Harold est la suivante, puisque c'est un spécialiste. La question sur la valeur de la nature. Si on veut faire évoluer les choses, on a une grande difficulté, parce que la difficulté, c'est que si on veut faire vraiment évoluer les choses, donner une valeur économique à la nature a quand même une certaine pertinence. En même temps, on voit bien que ce n'est pas satisfaisant parce que c'est rentré dans un système marchand qui lui aussi a ses inconvénients. Donc, quelle est sa préconisation dans ce domaine que je trouve personnellement assez peu discuté et pourtant qui n'est pas si évident que ça? Oui, c'est bien ça, c'est pas évident. Le fait est qu'on a souvent des craintes en matière d'économicisation de la nature si on lui affecte des valeurs. Si ce sont des valeurs qui sont complètement hors sol, basées sur ce qu'on appelle des consentements à payer par des échantillons de personnes qui ont été interviewées, on arrive effectivement souvent à des montants qui n'ont rien de concret dans l'économie réelle et qui, par ailleurs, laissent penser que des espèces vaudraient tant. Et ça, à mon sens, c'est ni utile, ni éthiquement très, très,
défendable. En revanche, il est intéressant de pouvoir souligner que, par exemple, une zone humide, par les fonctionnalités dont elle dispose, va permettre de limiter des phénomènes de submersion, va permettre d'accueillir des animaux qui sont à la base de la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, qui indirectement vont permettre à des stocks de pêche de se renouveler, mais aussi à des cycles tels que le cycle de l'oxygène de bien fonctionner. Et ça, on peut parfois y attribuer des valeurs monétaires. Un exemple, ce serait de dire que des collectivités locales payent chaque année des coûts pour le traitement des eaux. Eh bien, en fait, si on enlève une zone humide d'un certain endroit, eh bien, ces collectivités vont devoir payer pour remplacer ces fonctions qui ont disparu un montant, et on sait assez bien le calculer. Et donc, ça, c'est de l'argent réel, c'est un coût réel. Par contre, ça ne dit rien de la valeur de la zone humide. C'est ça qu'il faut vraiment distinguer. Il ne s'agit pas de donner des valeurs à la nature. Ce n'est pas vraiment intéressant. Mais de voir, et puis c'est encore une fois éthiquement discutable. Mais par contre, de dire que si on détruit la nature, ça va générer des coûts. Alors, des coûts qui sont parfois calculables monétairement, puis il y a aussi des coûts en termes de risques sanitaires, en termes de perte de paysages, et on n'est pas obligé de les monétariser pour dire qu'ils ont de la valeur. Les gens sont sensibles au fait qu'ils aient un paysage autour de chez eux qu'ils apprécient, et on n'a pas besoin de mettre une valeur monétaire dessus pour qu'ils soient sensibles à la disparition de ce paysage. Donc, on a plein d'indicateurs à mobiliser pour mieux discuter, je dirais, dans l'aménagement, mais aussi dans un certain nombre de décisions qui engagent les acteurs privés publics autour de ce qu'on gagne et ce qu'on perd quand on détruit un écosystème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met toujours l'accent sur les emplois et la richesse créée, jamais sur ce qu'on perd. Ça, c'est un gros problème. Et je finirai par dire qu'il y a aussi besoin de renforcer l'approche comptable du sujet. Alors, j'ai le plaisir de diriger une chaire de comptabilité écologique qui traite de la nature, non pas comme, non pas sous un angle instrumental, mais comme des entités qui sont à préserver pour elles-mêmes. Alors, encore une fois, il y a des motifs différents pour justifier ça, et je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Mais une fois qu'on a considéré que la nature devait être préservée pour elle-même, eh bien, finalement, la dette écologique qu'on peut calculer à l'échelle d'une entreprise ou même à l'échelle de l'État dans son ensemble renvoie à quelque chose de concret. C'est combien aujourd'hui on devrait dépenser pour maintenir les entités que l'on souhaite voir conservées dans l'avenir dans notre pays, et combien on dépense réellement. Et en fait, on voit qu'il y a un énorme gap entre ce qu'on devrait dépenser et ce qui est stipulé dans un certain nombre de textes de loi. Je rappelle que la loi de 2016 mentionne une absence de personnel de biodiversité pour le projet d'aménagement. Ce n'est jamais le cas. Donc, en fait, on peut tout à fait, au regard de ce que nous dit la loi et donc ce qui est opposable légalement, et de ce que font les entreprises, mais on a la même chose pour des entités publiques, eh bien, on peut faire apparaître dans leur compte des dettes. Et ces dettes, elles ne sont pas au titre d'un capital naturel qui est détruit. Non, elles sont au titre d'un usage de la nature qui n'est pas, qui ne donne pas lieu à une réparation de cette nature qui a été détruite, ou qui ne donne pas lieu, on peut même aller jusque-là, j'assume, à un paiement du travail fourni par la nature. Mais c'est un peu évidemment complexe tout ça, mais je vous invite à consulter notre site sur la comptabilité écologique si ce sujet vous intéresse. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être j'ai vu que dans le chat, il y avait toute une série d'interventions très passionnantes. Il y a peut-être une ou deux interventions qui sont souhaitées. À ce moment-là, vous levez la main, si ça ne vous ennuie pas, et vous le faites dans les quelques secondes qui viennent. Vous vous manifestez, n'hésitez pas, il n'y a pas de timidité à avoir. Oui, Monsieur Zaharia, je vous donne la parole, mais vraiment pour une minute, pas plus, comme d'habitude. Merci beaucoup, Géraud, de me donner la parole. C'est très frustrant parce que je ne vais pouvoir dire aucune chose parmi les 1000 que je voudrais dire. Je pense qu'on a effleuré la remise en cause de l'économie dominante, mais qu'on ne l'a pas mentionné comme un obstacle majeur aux démarches d'atténuation et d'adaptation. Je voudrais citer le cas d'un récipiendaire du prix de la Banque de Suède pour l'économie qui s'appelle William Nordhaus, qui depuis 20 ans, avec des modèles économiques aux fonctions de dommages sévèrement sous-évaluées et au coefficient d'actualisation de 8% par an, a fourni de magnifiques prétextes au gouvernement de ne rien faire. Ceci a été dénoncé par Nicolas Stern il y a plus de 15 ans, mais celui qui a eu le faux prix Nobel d'économie il y a 4 ans, ce n'est pas Stern.
Donc, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le grand mérite des économistes hétérodoxes qui éventuellement mettent en cause leur carrière ou le bon déroulement de celle-ci en remettant en cause ce qui est enseigné en économie dominante. La folie selon laquelle de libres échanges entre acteurs rationnels et parfaitement informés produisent une allocation optimale de ressources. C'est une fable, mais c'est une fable tragique. Voilà, je me tais, je ne suis pas économiste, je m'excuse, mais je me soigne. Et je m'excuse auprès de ceux que ces propos ont pu choquer, mais c'est la perception que j'ai, vue de l'extérieur, du rôle de l'économie dominante. C'est un obstacle majeur aux démarches d'atténuation et d'adaptation. Merci beaucoup. Vous savez qu'on adore en la fabrique écologique l'hétérodoxie. On adore ça, dès lors que c'est dirigé dans le sens de transformer les choses concrètement et non pas simplement d'en rester à une analyse globale, mais je crois que c'est bien votre état d'esprit. Est-ce qu'il y a une autre… Un certain nombre de propositions concrètes dans l'espace de discussion qui développent le point de vue. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, je donne la parole pour 1 minute ou 2 à chacun des intervenants pour conclure cette discussion, en commençant par qui voudra. Peut-être… oui, il y a Geneviève Bouche, une deuxième intervention, puis on s'arrêtera là, si ça vous ennuie pas. Boucher. Pardon. Oula, mon ordinateur me trompe, excusez-moi. J'ai l'habitude. Je vais enfoncer le clou du précédent orateur parce que il y a de plus en plus de travaux qui lui donnent raison. Et moi, j'ai compilé toutes les idées extrêmement riches que j'ai collectées depuis 10 ans dans des tas de think tanks, dont Auré, qui a joué un rôle important dans la maturation de mes idées. Ce livre s'appelle « Économie productive, économie contributive ». J'ai fait différentes interventions dans le chat. Et effectivement, votre conversation, elle est vraiment au cœur du sujet. Dans mon livre qui s'appelle « Économie productive, économie contributive », je remonte à la source et on s'aperçoit que c'est dans les mécanismes monétaires que tout se joue. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi les populations qui nous éclairent beaucoup en ce moment, c'est l'Amérique latine qui a beaucoup travaillé sur les monnaies complémentaires. Évidemment, en ce moment, il y a une grosse effervescence sur les monnaies intelligentes, les monnaies hélicoptères, etc., etc. Mais à la base, il faut bien comprendre la situation de l'économie productive. On est en train de terminer la sédentarisation, dont le dernier chapitre aura été l'ère industrielle. La sédentarisation, c'est l'homme qui essaye de rationaliser le plus possible sa manière de satisfaire ses besoins primaires. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est bon, on fabriquera plus de yaourts, on fabriquera des yaourts meilleurs, on va fabriquer moins de voitures et des voitures encore mieux, etc., etc. Et les capacités d'initiative des individus sont à reporter dans l'économie contributive, c'est-à-dire tout ce qui concerne la famille, le savoir, l'innovation, la démocratie, la spiritualité. Mais je pense qu'on peut faire la pub du bouquin de Gaël Giraud, de ceux de Nicolas Dufresne et Alain Grandjean, notamment sur une monnaie écologique. Merci, je vais vous arrêter là parce qu'on s'était engagé à ce que ce ne soit pas trop, pas trop long. Merci beaucoup. Je vous invite à suivre les travaux de Gaël parce nous, que nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà. Et maintenant, on est en train de converger. Et nous connaissons bien Gaël Giraud, nous le faisons déjà. Voilà, merci beaucoup. Oui. Merci. Et donc, je passe la parole aux 4 intervenants pour 1 minute de conclusion. Qu'est-ce qui commence? Philippe, vas-y. Philippe, peut-être. Oui, je veux bien. Rapidement, 2 messages. Alors, déjà, pour dire que ça ne peut pas être une conclusion, tant le sujet est vaste. Je ne répondrai pas du tout aux 2 intervenants parce que je sors de mon domaine de compétences et je laisserai Mireille s'y atteler, je pense que ce sera beaucoup mieux. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment, il faut penser transition écologique et sociale en même temps. Ça me semble… les 2 sont indissociables, en fait, si on veut une transition. Et le maître mot, c'est anticipation. Voilà, c'est le message que j'ai envie de vous livrer. Après, on a
on n'a pas du tout abordé la problématique à un niveau mondial, parce que c'est là qu'il y a les vrais enjeux, notamment sur les pays du Sud et sur notre capacité à leur permettre un développement qui ne soit pas celui qu'on a eu, mais qui soit un développement durable d'emblée. Je crois que c'est l'élément essentiel quand même de toute cette histoire-là. Merci Philippe. Nathalie, je vous demande d'être vraiment bref, parce qu'on adore à la Fabrique écologique finir à l'heure. Donc, Alors, je voulais juste dire à Harold, merci pour ce que tu as dit sur la valeur de la nature. On est tout à fait d'accord. Et sur la comptabilité, on vient de travailler pas mal sur la comptabilité intégrée. Donc, bravo déjà. Donc, le mot que je voulais dire pour la fin, c'est systémique, c'est vision systémique. Moi, je trouve qu'on prend toujours les aspects, alors ou par le CO2, ou par la nature, ou par l'économie circulaire. Et j'aimerais bien que la transition écologique, tous ces mondes-là qui se côtoient mais qui ne se mélangent pas, et même dans l'économie circulaire, il y a des chapelles et on ne prend pas toute la transversalité d'un sujet. Donc, moi, j'aimerais que pour élever le débat, on ait une vision plus systémique et qu'on sorte des silos. Voilà pour ma conclusion. merci Nathalie. Mireille? Voilà. C'est très difficile de conclure parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être de dire qu'effectivement, l'obstacle de la pensée en économie dominante, je le reprendrai, je l'étendrai un peu en disant que ça fait écho, c'est la caution scientifique aussi, à une mode de pensée dans les entreprises, hein, pas toutes les entreprises, mais dans laquelle finalement le progrès de l'humanité, c'est pas simplement la croissance, c'est toujours une expansion d'une maîtrise technologique toujours plus grande. Voilà, j'ai envie de dire que ce qui se passe dans la pensée économique fait écho aussi à une façon effectivement politique de voir le progrès humain. Voilà. Merci beaucoup. Harold? Oui, je vais conclure en reprenant sur le titre de votre webinaire, hein, la nouvelle économie écologique, et puis c'est aussi en rapport avec les interventions des deux personnes à la fin là, qui critiquent le système standard. Je pense qu'effectivement, il y a eu toute une partie du rapport de l'économie à l'écologie qui a été d'avoir une approche économique de l'écologie, hein, et qui effectivement proposait des diagnostics à l'aune des modes de pensée de l'économie orthodoxe, hein, pour le dire comme ça. Et il y a ce qu'on appelle l'économie écologique, qui est un courant de pensée plus récent et qui se propose de penser l'économie à partir des référentiels écologiques. C'est dans ça que je m'inscris, c'est dans ça qu'un nombre croissant, je pense, d'économistes qui s'intéressent à l'environnement s'inscrivent. Et c'est vrai que je pense que sur cette nouvelle économie écologique, on avance aujourd'hui à un niveau où on n'est plus dans la critique, on est vraiment dans des propositions opérationnelles de transition et qui, à mon avis, touchent à beaucoup d'aspects qui ont été discutés aujourd'hui. En tout cas, merci encore pour cette invitation et cette discussion passionnante. Écoutez, merci à tous. Merci de votre présence, de votre participation. Merci beaucoup aux 4 intervenants. Moi, j'ai trouvé le débat tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, je ne vous le cache pas, comme la dernière fois, on se rend compte à quel point un travail précis et concret mérite d'être fait sur un certain nombre de ces sujets. Et donc, dans les mois à venir, on prendra certainement des initiatives pour avancer sur ces sujets. N'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre. Vous savez que la Fabrique écologique est un think tank tout à fait ouvert. Donc, vous pouvez très bien, tout est expliqué sur le site, nous rejoindre le réseau de la Fabrique écologique, le réseau des experts, pour continuer à travailler sur ces sujets.